Mathilde est étudiante en biologie. Assise en tailleur et les mains mobiles, c'est paisiblement qu'elle répond à nos questions. Nous lui avons d'abord demandé qu'est-ce qui lui a fait prendre conscience de la mort. Quand j'avais les 5 ans, ma mère m'a montré des vidéos de leur mariage, très mignon tout ça, sauf qu'évidemment j'y étais pas, parce que je suis née 1 an après leur mariage. Du coup la première question très basique à 5 ans c'est je suis où? Ma mère très simple qui dit t'étais pas là. Très bateau, mais au final en enfant tu restes très bateau aussi, du coup j'étais où si j'étais pas là? Réponse simple en retour, c'est tu n'existais pas. Du coup j'existais pas avant de naître, du coup en retour tu te dis bah la mort c'est peut-être j'existe pas non plus, ça veut dire qu'est-ce que c'est exister, donc c'est la vie. Et au final on se pose plein de petites questions, c'est une certaine approche. En tant qu'enfant, souvent d'ailleurs la naissance est plus proche, donc l'enfant parfois comprend plus de qu'est-ce qu'il y a avant la naissance que qu'est-ce qu'il y a après la vie. Après avoir essayé de comprendre où elle se trouvait avant sa naissance, Mathilde s'est projetée après sa mort. Donc la première fois que je me suis retrouvée vraiment face à la mort, je devais avoir 10-12 ans, c'est quelque chose de particulier parce que j'étais à l'enterrement de mon arrière-grand-mère qui avait le même prénom que moi. Voilà, typiquement c'est comme déjà un peu bizarre mais c'est pas grave. Clairement, c'est très étrange, tout simplement parce que bon déjà c'est très religieux. Elle était polonaise, donc la religion chrétienne était extrêmement importante dans sa vie, donc c'était une grande messe qui dure des heures. Pas du tout mon trip, mais pourquoi pas. Et vraiment, la procession devant le cercueil, où tout le monde arrive petit à petit pour poser une main, faire une prière, faire une croix, faire un amen. Donc j'arrive à ce moment-là, je pose ma main sur le cercueil parce qu'il faut faire comme tout le monde et donc je le fais. Mais le fait le plus marquant, c'est de voir donc, sur ce cercueil, en bois fermé, avec cette plaque dorée dessus, avec écrit Mathilde. Voilà, même prénom que moi, forcément ça interroge parce qu'on se dit tiens, cette personne qui est dedans, qui est morte, que j'ai vue il y a quelques heures auparavant, allongée sur un lit à la morgue, tout habillée, tout affrétée, bien maquillée, les yeux fermés, qui paraissait très vivante mais très morte à la fois, voilà, mais qui maintenant est bel et bien morte dans son cercueil, prête à être enterrée. Est-ce que ça serait pas moi aussi qui est à l'intérieur? Forcément, on se met en miroir dessus parce que c'est moi, ça pourrait être mon cercueil, mais quand je serai morte en tout cas, parce que ça arrivera quoi qu'il arrive, est-ce que moi aussi je me retrouverai dans ce cercueil comme ça, avec cette plaque comme ça? Est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient à ma place, qui regarderaient comment ils feront, comment ils seront? Très, très étrange comme, au final comme sensation, parce qu'on a l'impression de mourir une première fois. S'il est compliqué de se représenter la mort, comment peut-on expliquer la vie? La vie, c'est du mouvement, c'est-à-dire que tu bouges, tu respires, tu ressens des sensations, tu vois. Ça, c'est du mouvement de ton organisme, de tes organes. Tes cellules bougent aussi, c'est du mouvement perpétuel. Et lorsqu'il n'y a plus de mouvement, lorsque tout ça s'arrête, c'est la mort. D'ailleurs, on dit très clairement que qu'est-ce que la vie? C'est la capacité de ton corps à survivre. En fait, c'est plus le terme survivre qui est presque plus utilisé parce qu'il se bat continuellement contre la mort, contre l'arrêt de mouvement. Donc il est en vie, en mouvement perpétuel. Le vivant, c'est ça, clairement. Qu'on peut le définir très basiquement. Ensuite, le monde du vivant, déjà on le définit en 3 catégories. Donc il y a les eucaryotes, qui sont par exemple les êtres humains, les plantes, les animaux, les champignons, une très grande partie donc, qu'on connaît, qui sont très visuels. Eucaryotes qui vient de caryote, noyau, et vrai. Donc c'est tout simplement les cellules en fait avec un noyau, donc c'est fermé avec l'ADN dedans. Les prokaryotes qui sont toutes les bactéries que tu trouves dans ton bide, absolument partout, dans l'air, etc. Ou c'est des cellules avec l'ADN qui se baladent dedans parce qu'il n'y a pas de quelque chose de fermé, il n'y a pas de noyau. Et après il y a les archées qui sont un mix des deux
et qui peut survivre dans des conditions extrêmes, hein, donc dans l'espace, sous terre, sous la chaleur, etc. Et les virus ont la particularité d'être dans aucune catégorie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les placer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'ADN, en fait. Ils n'ont pas d'ADN, c'est pour ça aussi que c'est très controversé. Est-ce que c'est vivant, pas vivant? Il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir produire de cet ADN des protéines et donc ensuite créer une vraie vie dedans. Ils sont obligés en fait de parasiter, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans des cellules principalement eucaryotes, donc celles des animaux, des espèces vivantes comme les plantes, les champignons et tout ce bordel. Et ils vont utiliser toute la machinerie de la cellule, donc la machinerie que possède la cellule pour former lui-même son ADN et ensuite en faire des protéines et donc l'utiliser pour vivre. Voilà. Donc se parasiter et pouvoir se reproduire, et etc. Donc, par exemple, le virus, oui, est très controversé pour ça. De l'inertie qui se glisse dans notre vivant et qui nous tue. On se demande alors ce qui nous fait le plus peur, l'arrêt ou le ralentissement. Mathilde nous parle de la vieillesse. La vieillesse, tout simplement parce qu'on est en vie. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, forcément parce que, l'étude de la vie, je vois comment la vieillesse change un corps, comment tout n'est plus opérationnel de façon optimale. Rien que par exemple le sommeil, c'est très simple, ce qui était très très drôle, c'est qu'en cours on a vu des phases de sommeil, donc on a appris théoriquement, on a vu sur des êtres de notre âge, etc. Et à un moment ils nous donnaient donc les phases de sommeil avec tout ce qui est encéphalogramme, etc. Donc, c'est tout ce qui est étude des ondes cérébrales. Et on arrive face à des choses complètement aberrantes. On veut d'avoir une sacrée maladie, les narcoleptiques, il dort plus, on ne s'aimait plus. Il fait non, c'est juste la vieillesse. Voilà, la vieillesse fait que tu as un rythme de sommeil très différent, que tes articulations sont très différentes, tout est très différent et tout meurt petit à petit au final. C'est une mort programmée et c'est triste dans le sens où tu es vivant mais tu n'arrives plus à faire les mêmes choses. C'est plus la frustration et une tristesse qui vient de là plus que la mort en elle-même. La mort en elle-même, au bout d'un moment, je pense que quand on vieillit, on l'assume aussi, elle peut faire peur à un certain âge, souvent dans les 40-50 ans, d'où la crise de la quarantaine, ce genre de choses, ce que je peux comprendre. Qu'on arrive dans les 80-90 ans, c'est peut-être plus simple, on a eu toute une vie, on l'a vécu. Et aussi la mort, et qui est maintenant plus près que quand tu as 20 ans, pour la plupart des gens, ce n'est plus le même rapport. Toutes nos cellules meurent. Mais reste-t-il quelque chose de nous après la mort? Je vais rester très cartésienne, du coup. Non, complètement, non. Pour moi, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas... L'âme, pour moi, est un mot très religieux qui est venu surtout à partir de la religion, du coup. Même si on pourrait en parler de Aristote, etc., qui avait une vision très particulière. Mais l'âme, pour moi, c'est comme si tu séparais donc la conscience, qui est une partie de l'âme, avec ton corps, et donc il y a deux choses différentes, et quand le corps meurt, du coup il y a quand même une mort, l'âme reste en vie. Ce qui est un peu bête, t'es mort, il n'y a pas de vie, après du coup ça fait une vie après les morts, en effet, mais non, il n'y a pas d'âme, c'est ta conscience est faite à partir du cerveau, et du coup quand le cerveau s'arrête, tu n'as plus de conscience, donc tu meurs, donc il n'y a rien, tout simplement rien. Après ce qui est sympa à voir, c'est de se dire il n'y a rien, mais du coup tout ton corps est formé d'atomes, et ces atomes-là vont nourrir d'autres choses, ça se trouve... je vais avoir quelqu'un en Amérique du Sud qui sera formé de quelques-uns de mes atomes, du coup je revivrai aussi à travers ça, mais d'une autre façon. Par exemple, dans ton corps, tu as des atomes qui ont formé Abraham Lincoln. Voilà. C'est pas classe quand même. Du coup, nous, en soi, en tant que conscience et corps unique, on n'est plus en mouvement, mais ce qui est intéressant, il y a eu certaines expériences là-dessus qui datent il y a très longtemps de l'Antiquité, où justement on pensait que la mort pouvait donner la vie. C'est-à-dire qu'on voyait souvent des cadavres, quand on le laissait, il y avait des mouches qui apparaissaient, tout ça, des larves de mouches, et on disait est-ce que de la mort peut naître la vie? Du coup, en éternelle succession, la vie et la mort, la vie. Bon, on a vu bien sûr que ça faisait apparaître les mouches qui venaient, qui pondaient en fait dans le cadavre, et qu'à partir de là, les larves se nourrissaient, etc. Donc oui, c'est dans un tel mouvement, mais ce que j'aimais beaucoup, c'est l'idée que voilà, on puisse penser à l'époque que la mort apportait la vie. Et quoi qu'il arrive, la mort donnera de la vie pour tout. La mort est essentielle pour nourrir le vivant,
et est-ce qu'elle aurait d'autres utilités? Et bien en biologie c'est simple, on étudie la vie mais du coup on étudie une partie de la mort. Et forcément la mort devient utile pour comprendre la vie et devient utile aussi. Alors j'ai parlé de choses qui sont très controversées, c'est donc les expérimentations sur les animaux, que j'ai fait en partie aussi, c'est-à-dire que j'ai sacrifié, d'ailleurs on dit pas tuer, on dit sacrifier déjà, des rats pour des expérimentations. Et donc du coup, dans un autre aspect que le cycle, comme je disais tout à l'heure, de la mort naît la vie, etc., là c'est que la mort a un intérêt totalement primordial, c'est de comprendre comment fonctionne la vie. Voilà, on sacrifie un être vivant pour comprendre l'intérieur et du coup comprendre la vie et pouvoir aider la vie en fait, soigner, mieux comprendre pour aller plus loin dans la compréhension, pour des guérisons, pour des maladies incurables, surtout pour aider la vie en fait. Et je trouve ça très intéressant dans un sens, c'est qu'on sacrifie, qu'on amène la mort pour aider la vie. Voilà. Bien qu'elle n'y croie pas, nous avons demandé à Mathilde de s'imaginer en fantôme et de nous dire quels seraient alors les moments qu'elle souhaiterait revivre. Des choses très très simples, comme par exemple le souffle du vent sur la peau, sur les cheveux, ou quelque chose d'autre, c'est juste prendre un morceau de chocolat et le sentir craquer sous les dents, d'avoir le goût un peu amer du chocolat noir, ou des choses très très simples en fait, presque futiles. Et c'est les choses futiles qui nous rendent aussi vivantes, je pense. Ou par exemple, quand le soleil n'est même pas encore levé, juste c'est le début de l'aube et qu'il y a tous les oiseaux qui se réveillent et qui chantent. Voilà, c'est pour le plaisir des oreilles, pour le plaisir d'un sens en particulier qui s'émoustille juste parce qu'il n'y en a qu'un seul et donc tout le corps est attiré qu'à ça. Et je pense que c'est là des fois où on se ressent encore le plus vivant.